BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Je vais vous avouer une chose, il y a un sujet, un seul, sur lequel je ne comprends absolument rien. Non, c'est pas vrai, il y en a plusieurs, mais celui-là, vraiment, c'est un sujet qui est mystérieux. Le Bitcoin, des articles tous les jours, on en parle quasiment tout le temps sur BFM Business, mais ailleurs. Et j'ai donc décidé de crever l'abcès et d'essayer de comprendre. J'ai demandé à 3 spécialistes du sujet de nous guider. Jocelyne Amégan. Bonjour. C'est ça, hein? Ça veut bien dire patron en Mina. Exactement. C'est ça. Mina qui est un dialecte du Bénin. Et bien sûr, je me suis dit, ça me dit quelque chose. Donc vous êtes Senior Manager Global Financial Services chez Kurt Salmon. Tout à fait. Kurt Salmon? Kurt Salmon, c'est un cabinet de conseil en stratégie et en transformation des entreprises. On accompagne nos clients dans leurs différents secteurs d'activité, comme la banque, les innovations digitales, dont le Bitcoin. D'accord. Philippe Rodriguez, vous êtes président de l'association Bitcoin France. Absolument, bonjour. Qu'est-ce que vous faites à part ça? À part ça, je suis banquier d'affaires, je dirige une banque d'affaires qui s'appelle Avolta Partners. Très bien. Pierre Noisa, vous êtes cofondateur de Paymium, c'est quoi ça? Paymium, c'est une start-up spécialisée dans le Bitcoin qui permet aux gens d'échanger des Bitcoins contre des euros et inversement. Très bien. Sandrine Chico vous a demandé ce que vous pensiez de cette monnaie virtuelle. Écoutez, c'est intéressant. Pas grand-chose. En fait, je sais pas de quoi il s'agit. En fait, c'est une monnaie virtuelle qui permet justement de payer virtuellement sur Internet sans pour autant mettre sa carte de crédit en jeu ou devoir entrer son code, je crois, non? Je suis convaincu que dans une décennie, voire 2 décennies, on ira vers ce genre de monnaie, quoi. Ça, c'est, à mon avis, oui, je suis complètement convaincu. Ouais. Peut-être sur le long terme, pour les achats sur Internet, peut-être que les gens trouveront ça plus pratique de d'abord convertir de la vraie monnaie en monnaie Internet. Peut-être que ça ressemblera plus sécurisé que d'aller puiser directement sur leur compte en banque. Mais je pense pas que ça se démocratise non plus à très grande échelle. Moi, ça m'évoque un peu la bulle Internet. Les gens, ils pensent qu'ils vont être riches où ils sont riches. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a derrière réellement? Bon, ça me rassure, il n'y a pas que moi qui n'y comprends rien. Laure, vous nous plantez le décor. Maintenant, il y a moi aussi qui n'y comprends rien, Marc, parce que pour vous raconter la vie passionnante... C'est rare, ça. Oui, parce que je comprends beaucoup de choses, oui, c'est vrai. Souvent plus que vous. C'est mais vrai, là, aussi. Il y a un hic. Donc pour vous raconter la vie passionnante des journalistes, il y a 15 jours, quand la plateforme Mangox a mis la clé sous la porte, Stéphane Soumy m'a demandé en matinale si je connaissais quelque chose au Bitcoin. Et j'ai répondu rien. Et il m'a dit que vraiment, il fallait vraiment s'y mettre. Donc simple réalité, je suis journaliste économique à tendance tarée des marchés. Je suis capable de me battre pendant des heures avec mes petits collègues sur les frais des ETF ou sur une intervention de la Banque centrale. Mais je connais rien au Bitcoin. Pour moi, c'est Vous allez nous parler de votre vie là ou vous Oui, parlez après du je vais sujet? parler de moi, faire un point sur mes soirées, tout ça va être très intéressant. Donc pour moi, c'est plus un truc de geek que de financier, mais comme je suis journaliste, j'ai une formation d'anguille, donc je peux parler de n'importe quel sujet sans le maîtriser. Ça fait partie de la formation. Donc dans n'importe quel dîner, je peux construire une conversation sans maîtriser le sujet. Alors voilà ce que je sais. Ce que je sais, c'est que c'est une monnaie virtuelle qui s'échange sur Internet, qu'elle connaît un énorme succès, qu'elle s'est développée au départ en Asie, que personne ne connaît le vrai visage du fondateur, que c'est assez simple à utiliser. Il suffit de télécharger en gros un logiciel pour convertir ses bitcoins, que le cours a explosé en 2013 jusqu'à 1200 $ en fonction des plateformes parce que ça change, mais que depuis quelques semaines le sexteur, vous n'avez pas réagi à mon... Non, le sexteur, la bitcoin, moi je ne vais pas commencer à réagir. Ça m'étonne, vous êtes un peu... non, c'est bizarre, normalement ça devrait vous faire partir au c'est du l'humour potage, c'est pas moi. Donc le secteur est mouvementé, il y a eu des faillites de plateformes, des vols de bitcoin, et je sais aussi que le bitcoin ça peut être très dangereux. On a retrouvé morte la dirigeante du site Flexcoin à Singapour. Alors voilà ce que je sais sans rien savoir, ce qui m'a récemment permis de féliciter un de mes amis qui est parti monter son site de bitcoin à Hong Kong en lui disant que c'était une très bonne idée, même si je sais pas de quoi on parle. Quand même, je me pose une question, est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète pour lui? Est-ce qu'il faut qu'on appelle ses parents? Et est-ce que vraiment le bitcoin c'est dangereux? Autre question, si moi j'y connais rien, est-ce que vraiment quelqu'un y connaît quelque chose? Alors, est-ce que quelqu'un y connaît quelque chose? J'ai un défi qu'un de vous doit relever, c'est de m'expliquer en quelques phrases ce que c'est qu'un bitcoin. Qui veut y aller? Le bitcoin c'est très Allez-y, simple. Jocelyne. J'y vais, je me lance. Le bitcoin, c'est très simple. C'est une monnaie électronique qui, comme toute autre monnaie électronique, permet de payer des produits ou des services de manière dématérialisée. Par exemple, via Internet. Il y a 2 spécificités au bitcoin. La première, c'est que c'est une monnaie internationale. Le bitcoin existe en France, au Bénin ou aux États-Unis. Et puis, c'est une monnaie qui est autorégulée et gérée par ses utilisateurs. D'accord. Alors jusque-là, ce que vous avez dit, je le comprends très bien.
Ça, j'avais compris, vous l'avez exprimé de façon extrêmement claire. Merci. Maintenant, Philippe Rodriguez, vous qui êtes patron de l'association Bitcoin France, je ne comprends pas comment ça marche. C'est-à-dire, globalement, je vois bien une monnaie, il y a une banque centrale, on imprime de la monnaie, trop parfois, pas assez. Le Bitcoin, je n'ai absolument rien compris. Il y aurait une sorte de magie avec des ordinateurs qui tournent toute la nuit. Alors, il n'y a pas de magie, hein, c'est de la technologie. Et c'est essentiellement un système dans lequel des ordinateurs, qui sont des ordinateurs qui appartiennent à des utilisateurs, vont vérifier des transactions. En faisant ce travail, ils reçoivent en fait des Bitcoins en échange de ce travail qu'ils ont fait, c'est-à-dire la vérification qu'ils ont fait d'un ensemble de transactions. Donc c'est une monnaie effectivement qui est imprimée au fur et à mesure en fait qu'ils vérifient ces transactions et qui permet effectivement à ces mineurs, on les appelle les mineurs, ces ordinateurs en fait qui vont vérifier les transactions. Ça vient de mining. Hein, voilà. Ça. Et vous pouvez en avoir un chez vous. Et chaque personne peut en avoir un chez soi. Ça, et donc c'est la théorie. La réalité, c'est que personne n'en a. Enfin, c'est des geeks qui ont ça. Oui, ce sont beaucoup aujourd'hui, beaucoup les geeks. Vous avez raison. Mais chacun peut participer en fait à ce réseau et donc de recevoir en échange une partie de la création de valeur qui a lieu, puisque finalement avoir un système dans le monde qui permet de faire des transactions à des coûts extrêmement bas, eh bien ça a de la valeur, et cette valeur-là, elle est partagée à travers cette monnaie qui est créée. Pierre Noisat, je comprends toujours, là, Pierre Noisat, c'est à vous maintenant de relever le défi. À quoi ça sert? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait besoin d'aller inventer une monnaie alors qu'on en a autant? Une monnaie dont on ne connaît finalement pas grand-chose et qui n'est pas tout à fait transparente quand même. Alors, ça n'a pas été inventé en fait comme une monnaie. C'est d'abord un protocole informatique, j'ai envie de dire, comme l'email. Hein, l'email que vous utilisez tous les jours, c'est un protocole informatique qui permet à des ordinateurs de coopérer pour véhiculer votre courrier. Là, ce sont des ordinateurs, comme le disait Philippe, qui vont coopérer pour véhiculer vos transactions et les vérifier. La technologie de base de Bitcoin, c'est la signature électronique. Une des technologies de base de Bitcoin, c'est la signature électronique. Pour autant, vous utilisez la signature électronique depuis des années, Marc, à travers... Sauf que la valeur de ma signature électronique, voilà, elle passe pas de 3 à 1200. Alors, je veux simplement dire que vous ne connaissez pas forcément dans le détail comment fonctionne le mécanisme de la signature, qui pourtant existe depuis les années 80. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser une technologie nouvelle comme Bitcoin sans pour autant savoir exactement comment ça marche. Ça me fait quand même un peu peur. Alors, si vous doutez... Je m'en fous de savoir si un jour j'envoie un email et qu'il n'arrive pas parce qu'il y a un crash sur mon ordinateur, ça m'embête, mais c'est pas très grave. Si j'achète pour 100 000 € de Bitcoin et que le lendemain on me dit que j'en ai plus... Alors, il y a des moyens en fait de sécuriser vos bitcoins, je dirais même de les sauvegarder, que vous n'avez pas avec des moyens de paiement traditionnels. Donc j'ai envie de dire, si c'est bien fait, si on vous explique comment faire, vous allez trouver que c'est non seulement assez simple, mais en plus c'est sans doute plus sûr que par exemple le cash que vous avez chez vous ou d'autres outils financiers qui sont peut-être gérés différemment. Donc je pense que c'est qu'une question de, je dirais, l'ignorance nourrit la peur. Hein. Souvent, vous avez dit, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'elle est très ignorante, elle a toujours très peur. Je vais être très clair. Tant que vous n'avez pas regardé dans le détail, effectivement, comment ça marche, vous pouvez avoir peur. Après, le public, il va lui-même choisir ou pas, suivant quand on voit des faillites. Oui, il y a eu des faillites quand même. Il y a eu des faillites, il y en a dans tous les secteurs. Enfin, je veux dire, non, mais là, alors, expliquez-nous, parce que pour les gens qui nous écoutent, Jocelyne alors, expliquez-nous en 2 mots. Il y a eu quand même, d'après ce que j'ai cru comprendre, la principale bourse, on dit exchange, de place de marché, place de marché, qui a fait faillite. Voilà, c'est une place de marché. Que fait une place de marché? Alors déjà, il y en a une vingtaine dans le monde. Hein, c'est pas la place de marché unique qui permet. Mais c'est effectivement une des plus grosses. On est dans un système dans lequel la place de marché fait essentiellement 3 métiers. Elle gère vos devises lorsque vous envoyez des devises. Elle gère vos bitcoins si vous le souhaitez, parce que vous pouvez aussi les extraire de la place de marché pour pouvoir les sécuriser, comme l'expliquait Pierre. Et la troisième chose, c'est qu'elle fait l'échange. Elle va matcher l'offre et la demande pour pouvoir coter. Mais celle-là fait faillite. Celle-là fait faillite essentiellement parce qu'elle gérait les 3 métiers en même temps, parce que la gestion simplement de la conservation des devises était faite probablement de façon un petit peu aléatoire et visiblement il y a une enquête. Quelles conséquences pour moi si j'avais été sur cette plateforme? De perdre de l'argent. Donc c'est quand même ennuyeux. C'est très ennuyeux. Donc il y a, comme l'expliquait Pierre, des faillites qui ont lieu. On est dans un environnement dans lequel, soyons honnêtes, le Bitcoin est jeune. On est dans un environnement dans lequel le Bitcoin a grandi très très vite et dans lequel le système qui permet à chacun d'ouvrir des places de marché différentes fait qu'il peut y avoir des qualités différentes entre ces places de marché. Jocelyne Amégan, comment se fait-il qu'on ait des variations aussi importantes sur la monnaie? C'est-à-dire qu'on est passé de 3 à 1200 et on vaut, je ne sais pas combien on vaut à l'heure où on parle. Environ 450 €. D'accord, ça fait quand même... Évidemment,
il y a une très très forte spéculation sur le Bitcoin, une demande qui varie en fonction du buzz qui est réalisé aussi par les journalistes, par des personnes qui commencent à prendre conscience du Bitcoin. Mais finalement, il suffit de l'intégrer. Toute innovation, et quand c'est une innovation digitale de monnaie, est incertaine. Et finalement, une fois qu'on a conscience de ce risque, rien n'empêche à un utilisateur de se plonger dans le Bitcoin. Une des solutions, par exemple, pour éviter de perdre ses bitcoins, c'est de les loger sur son téléphone ou sur son ordinateur portable. Il y a des portefeuilles qui font très très bien ça, comme Bitcoin QT, comme Armory, et qui vous permettent finalement de ne pas les loger sur Internet. D'accord. Alors, c'est une solution. Pour les gens qui nous écoutent, oui. Qui se disent, bon, ok, d'accord, le Bitcoin, ça existe, on a compris, il faut être moderne, il faut aller avec son temps. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? D'en acheter? Alors, la première chose, avant d'en acheter, c'est de s'informer. Aujourd'hui, on a une association du Bitcoin. Il y a plusieurs sites d'information sur le Bitcoin. Donc, première chose, s'informer. Voilà, s'informer. Bon, ok, ils s'informent, ils ont compris la moitié, et on nous explique que de toute façon, il ne faut pas toujours comprendre, parce qu'on ne sait pas, par exemple, ce qu'il y a derrière un email. Donc, une fois que je me suis informé, j'ai rien compris, on me dit c'est normal, t'as pas besoin de comprendre. Qu'est-ce que je fais? On essaye. D'accord, deuxième fois, j'ai rien compris, mais phase numéro 2. Pratique. On essaye avec un portefeuille très simple. C'est-à-dire qu'on le télécharge. Et on essaye, on achète? Déjà, on télécharge un portefeuille de Bitcoin. Parce qu'avant d'acheter des Bitcoins, il faut être équipé d'un portefeuille. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les envoyer et les recevoir. D'accord, donc on achète un portefeuille virtuel. On le télécharge, il est gratuit. Un portefeuille virtuel. Ça, c'est déjà pas mal. Un portefeuille virtuel. On met un code pour qu'il soit sécurisé. Et puis ensuite, il y a 4 manières d'avoir un Bitcoin. La première, c'est de recevoir un paiement en échange d'un bien ou d'un service qu'on a produit. La deuxième, c'est d'en acheter sur une bourse Bitcoin. La troisième, c'est de recevoir des Bitcoins en consultant un site qui vous rémunère en Bitcoin si vous le consultez pendant un certain temps. Bon, c'est infinitésimal. Et puis la quatrième, c'est effectivement de faire du minage, donc de rendre des services au réseau Bitcoin, de valider les transactions et de se faire rémunérer. Alors, Pierre Noisa, on a compris, on y va, et pourquoi faire? En fait, faire tout ça, pourquoi je vais m'emmerder avec tout ça? Comme vous le disiez fort justement, il faut, je pense, essayer la technologie avec un petit montant, tout simplement. D'accord, mais pourquoi faire? Essayer. Et ensuite vous allez avoir toutes sortes d'applications immédiates qui sont d'acheter sur Internet, faire des achats sur Internet avec votre smartphone, c'est-à-dire payer sans révéler votre numéro de carte bancaire, par exemple. Est-ce que c'est ça l'utilisation principale du Bitcoin? Je pense qu'à terme, il y aura beaucoup d'autres utilisations qui vont au-delà du simple paiement en ligne. Il y a des idées très intéressantes de contrats qu'on peut effectuer avec la technologie Bitcoin. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir deux entités qui vont conclure des contrats entre eux et créer une transaction Bitcoin qui va exécuter ce contrat. Un exemple, c'est le financement participatif. Aujourd'hui, vous avez des mécaniques assez compliquées pour le financement participatif. Avec Bitcoin, vous pouvez construire une plateforme en utilisant des transactions Bitcoin où vous allez vous abstraire de toute cette mécanique monétique, ce qu'on appelle la monétique, autour du financement participatif. Donc ça, c'est un exemple très concret où on peut déployer une technologie comme Bitcoin et résoudre un certain nombre de problèmes très concrets. On va continuer à en parler. Pour l'instant, on fait une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes. BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et le sujet est tellement passionnant, vraiment, qu'on va continuer à en parler. On va peut-être sauter. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à vos questions. Vous nous en excuserez. On va essayer plutôt de se concentrer sur ce Bitcoin. Je commence à y voir un tout petit peu plus clair, mais c'est pas gagné encore. Donc, je rappelle, Philippe Rodriguez, que vous êtes président de l'association Bitcoin France. Donc, ce Bitcoin, on a compris, on va l'utiliser pour payer, nous disait Pierre Noisa, cofondateur de Paymium, pour payer sur Internet, mais pas seulement. Moi, j'ai envie de vous dire, de façon pratique, est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent, il faut y aller maintenant. C'est-à-dire que ratez pas cette occasion. C'est comme si on était passé de la vapeur à l'industrie. Donc, est-ce qu'on y est? On dit aux entrepreneurs d'y aller maintenant, parce que c'est maintenant qu'on va construire en fait les technologies qui vont nous permettre peut-être d'avoir des acteurs importants dans ce domaine dans le futur. Le Bitcoin est là, il est inventé, ça va être très difficile de le désinventer. Donc à partir de ce point-là, je crois qu'il est intéressant que les entreprises qui sont en train de fonder de nouveaux projets, eh bien, ça vous dites pour les entrepreneurs. Moi, j'ai envie de dire Monsieur Tout le Monde, Laure par exemple. Monsieur Tout le Monde, Monsieur Tout le Monde, on conseille effectivement à chaque particulier d'essayer de mettre en place en fait simplement, comment l'expliquer, son petit portefeuille, d'échanger peut-être entre nous un petit peu d'argent. Je vais vous envoyer quelques milli bitcoins cet après-midi. Mais on a
On a une capacité ici qui est intéressante aussi pour pouvoir peut-être faire des choses très simples, comme du transfert, par exemple, de monnaie. Vous savez que combien coûte en fait le transfert de monnaie pour beaucoup de gens qui sont dans notre pays, qui l'envoient dans d'autres pays. Ça coûte rien là du coup avec les bitcoins. Ça coûte quelques cents, qui sont d'ailleurs facultatifs. Donc on est sur un taux de transmission d'argent qui est extrêmement bas. Donc ça c'est un avantage majeur. C'est un avantage majeur, bien sûr. Avec un risque. Parmi l'ensemble des avantages. Avec un risque énorme quand même, ou pas? Le risque est assez faible dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que vous allez transférer en fait des bitcoins que vous allez transférer dans un autre pays qui vont eux-mêmes être changés dans une autre devise. Donc vous avez un risque effectivement, mais qui est de courte durée, on va dire. Laure? Oui, alors pourquoi est-ce que vous dites aux entrepreneurs, allez-y, lancez-vous dans le Bitcoin, mais pourquoi moi, quand mon ami dit je vais me lancer dans le Bitcoin, lui il part à Hong Kong, il ne reste pas ici? Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui la régulation est pas tout à fait fixée en France. On n'a toujours pas en fait de directive très claire sur ce que sera la fiscalité du Bitcoin en France. C'est très différent aujourd'hui en Allemagne et en Angleterre, dans lequel il y a des positions très fortes qui ont été prises par le gouvernement. D'un point de vue réglementaire, il y a des pays qui commencent à taper fort contre le Bitcoin. Le Japon, la Chine, ça castagne quand même. Essentiellement des positions qui sont des positions assez ouvertes, des positions qui sont souvent des positions qui sont de dire attention, qui sont de dire faisons les choses avec précaution pour les consommateurs. Rarement un bannissement total, puisque vous savez que le bannissement total il est quand même très compliqué pour le Bitcoin. Donc dans la réalité, il s'agit souvent d'actes de précaution qui sont pris par les gouvernements. Jocelyne Amégan, est-ce qu'il y a d'autres bitcoins ou est-ce qu'il n'y a que le bitcoin? Est-ce que demain, je veux dire, un Google ou un Apple ne peut pas débarquer en disant bon, on s'est bien amusé avec votre petite monnaie virtuelle, on va maintenant installer le Google Dollar ou l'Apple Dollar? Alors, il existe plusieurs monnaies électroniques. Bitcoin, c'est vraiment pas la seule. Aujourd'hui, en revanche, Bitcoin, c'est la seule qui a cette originalité d'être régulée par ses utilisateurs. Et donc, finalement, c'est une véritable innovation. Et c'est pour ça qu'on a envie de plonger dans le Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on dit, mais essayez le Bitcoin. Et puis, par ailleurs, pour revenir sur le point des transferts d'argent, c'est vraiment moins cher. Un transfert d'argent de 1 Bitcoin, donc environ 450 €, ça coûte 9 €. Si vous voulez transférer la même somme d'argent avec du Western Union par exemple, ça va vous coûter le double, 18 €. Donc oui, il y a des véritables avantages de rapidité, de coût et puis de confidentialité. Pierre Noisa, même question. Est-ce que Google demain débarque, comme dans pas mal de secteurs, et dit on a les Google Dollars, allez jouer avec vos bitcoins? En l'occurrence, Google regarde beaucoup de technologies. On regarde en particulier Google Bitcoin avec beaucoup d'attention. Je pense que ils ont compris qu'Internet aujourd'hui c'était beaucoup aussi le logiciel libre comme Bitcoin. C'était pas forcément des solutions propriétaires. Alors Apple, Apple qui défend iTunes. Vous savez qu'Apple a un système de paiement qui s'appelle iTunes. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des iTunes dollars? C'est une des raisons pour lesquelles Apple a banni les applications Bitcoin dans l'App Store à ce stade. Ah d'accord, ils ont banni. Oui, parce que ils ont iTunes, qui est alors pour les éditeurs que je dirais comme ceux qui nous accueillent aujourd'hui, c'est aussi très intéressant. Bitcoin, ça permet de monétiser des contenus avec des micro-paiements sans grosse commission, comme ça peut être le cas avec iTunes. Où je vous rappelle que les autres systèmes prélèvent typiquement 30% de la redevance sur un contenu. Avec Bitcoin, vous allez descendre à 1%. Donc ça veut dire quoi pour l'éditeur? Ça veut dire une liberté aussi par rapport à la diffusion de son contenu, la possibilité d'interagir avec les internautes. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'était pas possible. Ma question c'est, est-ce qu'il y a un risque de voir un Google ou un Apple avec sa monnaie virtuelle et de l'imposer, parce que quand on est Amazon Google... a essayé, ils ont tous étudié cette question, avec Amazon Coins, etc. Il y a déjà eu Facebook Credits. Donc ces études-là, ils ont tous réalisé que devenir une banque centrale, c'était pas bon pour l'image, c'était pas bon en pratique parce qu'il y a des technologies comme Bitcoin qui arrivent, et ils seraient retrouvés avec, si vous voulez, le Minitel à côté du courrier électronique, en gros. J'ai une question à vous poser, il nous reste plus longtemps, on a fait les deux parties quasiment là-dessus. Jocelyne Amégan, est-ce que je dois acheter aujourd'hui à 450 $ du Bitcoin? Alors, si c'est pour vous lancer dans une aventure et découvrir une monnaie électronique, bien sûr. Si c'est pour gagner de l'argent, attention, il faut d'abord vous informer, et puis c'est une innovation, donc on n'est pas sûr de gagner de l'argent avec du Bitcoin. Vous pourriez faire de la politique. Pierre Noisa. Je vous rejoins assez sur le fait qu'il faut pas investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Par contre, s'il y a des risques... Vous êtes là pour vous mouiller. Hein, non, mais s'il y a des risques, il y a sans doute aussi une upside. Enfin, il y a sans doute la possibilité aussi de gagner de l'argent quand il y a un risque, puisque personne... Donc, est-ce que j'achète ou pas?
Si vous n'êtes pas trop risk-averse, c'est-à-dire que si vous êtes tolérant avec le risque technologique, vous allez y aller parce que c'est finalement une valeur technologique aujourd'hui. Je finis par vous, Philippe Rodriguez, vous êtes le président de l'association Bitcoin France. J'achète ou je n'achète pas de vous Bitcoin? achetez. Je pense en fait que l'ensemble des capitalisations boursières des entreprises qui vont être disruptées par le Bitcoin, aujourd'hui c'est quelques 750 milliards de dollars. Et là-dedans, Bitcoin va probablement prendre une partie de cette valeur. Et donc, comme on sait en fait qu'il y a un nombre de bitcoins limité, vous pouvez faire les maths, il est probable que ça soit au-dessus de 500 $, beaucoup plus que 500 $ bientôt. On vous fera revenir si c'est plus haut, mais on vous fera revenir aussi si c'est plus bas, les trois. Vous aurez pas plus que vous pouvez perdre. Ah oui, d'accord. Vous aurez à en répondre. Merci à tous d'être venus, c'était passionnant. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Laure, à bientôt. À la semaine prochaine. Et bon week-end et restez sur BFM Business.